Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Les enseignements de ce travail-là et les enseignements pour les aménageurs. Les enseignements de tout cela, c'est que la tolérance sociale, elle n'apparaît pas d'elle-même. Là, j'ai fait un panorama vraiment excessivement rapide. Tout ceci, c'est du travail, des efforts, des efforts, des efforts et encore des efforts. On constate que ce qu'on appelle tolérance sociale et ce qu'on appelle les difficultés d'intégration, moi j'aime pas ce mot de difficulté d'intégration parce que je pense que ça ne reflète pas la vérité. C'est très souvent des problèmes de non-compatibilité de rapport au temps et à l'espace. Les coordonnées spatio-temporelles de ces différentes cultures qui d'un seul coup se trouvent mises porte à porte ne sont pas compatibles et sont très différentes les unes des autres. Il y a un philosophe du temps qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait De Santi, qui a écrit un très beau livre sur le temps, moi, qui m'a beaucoup inspiré. Et ces coordonnées spatio-temporelles, ces différences spatio-temporelles sont absolument fondamentales. Si les enfants apprennent quelque chose dans notre bureau et dans tout ce travail, ils auront appris ce qu'est un rendez-vous et ce que veut dire venir. Et ce que veut dire téléphoner si on ne vient pas. Moi, je travaille avec beaucoup de petites PME, des gens, vraiment des petites entreprises, un peintre, un plombier, des gens chez qui on peut placer des stagiaires et des jeunes, qui vous disent, moi vous savez, je suis capable de tout accepter. Qu'ils ne fassent pas la différence entre les mètres carrés et les mètres cubes, c'est pas grave. Qu'ils ne sachent pas la différence entre ceci et cela, c'est pas grave. Mais si on dit lundi 9h, c'est lundi 9h. Je ne veux pas que ce soit mardi à 16h et que quand on essaye de l'appeler sur son portable, il n'y ait que le répondeur et que de toute façon le répondeur, personne ne l'écoute et que les gens aient disparu. Apprendre cette communication-là, c'est une grande base. La tolérance sociale, évidemment, elle est vivifiée par l'emploi. Ça paraît être une banalité, mais c'est une réalité et elle est tuée par deux choses contre lesquelles il faut se battre énormément, qui sont le trafic de drogue et le travail au noir. Le trafic de drogue, c'est quelque chose qui a un impact énorme sur l'urbain, dont peut-être beaucoup d'acteurs de l'espace n'ont pas conscience, mais il fait qu'il discrédite toute tentative de mise en dynamique dans le monde du travail de jeunes qui ont été confrontés très jeunes au trafic de drogue et à la différence absolument énorme de revenus que peut représenter le vrai travail et le deal. Et ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient et dont il faudra certainement, dans les années à venir, beaucoup plus parler. Cette tolérance sociale, elle oblige aussi à savoir comment est-ce qu'on fait société avec des cultures excessivement claniques. Ça, c'est quelque chose qui est assez tabouisé, dont on parle peu. Moi, je pense que c'est vraiment très important parce que ces cultures claniques, elles forment une sorte de totalitarisme qui règle toute la vie de l'individu, de sa naissance à sa mort. Et ça, c'est quelque chose qui est comment apprendre la communication avec ces familles claniques, comment les ouvrir. Moi j'appelle ça très souvent l'aquarium. Dans notre projet, quand les journalistes viennent, nous disent mais qu'est-ce que vous faites? Ben, vous savez, les familles, surtout ces grandes familles élargies, arabo-musulmanes, elles sont comme dans un aquarium. Et nous on est dehors, et on est dehors de l'aquarium, on dit allô, allô. En dehors de l'aquarium, il existe aussi un monde. Et on essaie de faire communiquer l'intérieur et l'extérieur de l'aquarium. Cette tolérance sociale, elle augmente quand c'est une culture commune du banal et de la quotidienneté. Je l'ai un petit peu montré avec les images. Voilà, ça c'est un enfant qui a été emmené à un match de foot aussi, voilà, avec un des bénévoles. Ça c'est un des projets que l'on fait aussi, cette culture du banal, cette culture de l'interreligion. On a lancé un projet qui s'appelle Shalom Rollberg, avec une fille extraordinaire qui vient de Tel Aviv, où on fait venir, où on enrichit nos bénévoles, maintenant avec des bénévoles juifs, mais pas forcément israéliens. Il y en a énormément à Berlin, de jeunes, qui ont envie de s'engager et qui ont une relation à l'Allemagne très décontractée, totalement, moi j'appelle ça la relation post-Shoah. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus du tout dans le mythe et dans totalement le passé, la faute, la culpabilité, mais ils ont passé un cap, ils n'oublient pas, mais ils se trouvent en Allemagne, ils se trouvent bien en Allemagne, et c'est dans des pays d'Europe où ils viennent le plus, notamment des jeunes qui viennent d'Israël, et on a créé ce projet de Shalom Rollberg pour essayer justement d'introduire la tolérance religieuse entre des jeunes d'origine musulmane et des jeunes juifs qui sont de partout, deux américaines, un qui vient de Jérusalem, une autre qui vient de Tel Aviv. On fait un groupe d'art, un groupe d'expression graphique, un groupe d'anglais, et tout se passe dans la culture du banal, c'est-à-dire qu'on n'est pas à faire de grands discours sur la religiosité des uns et des autres et les oppositions, mais on essaye de trouver les points communs plutôt que de souligner les différences.
Là, voilà, on voit par exemple, c'est quelqu'un qui vient de Hongrie et qui fait un groupe de sport avec des jeunes, ils font du footing, ils font du foot, et finalement, ces différences religieuses, après on en parle, mais c'est très décontracté. Et du fait d'avoir fait une chose, on ne s'est pas complètement focalisé sur un débat qui dépasserait beaucoup, d'abord ce que savent les enfants et les jeunes, et en plus qui les dépasserait, qui bloquerait une espèce de vie commune. Le financement de cette association, pour en reparler, parce que tu en as parlé un petit peu, il peut se passer comme ça, c'est un financement assez traditionnel, la Caisse d'épargne de Berlin nous a donné de l'argent, mais ça peut être aussi un financement totalement différent, vu qu'il y a une grande discothèque homosexuelle dans ce quartier, et il y a une fête qui s'appelle Partisane, et qui récolte des fonds pour des tas de projets sociaux dans ce quartier partout, et des donneurs de notre association, ils peuvent aussi ressembler à ça, ils ne sont pas forcément en costume-cravate. La tolérance sociale, et je mettrai peut-être un point là-dessus avant de parler en définitive pour lancer un peu le débat en direction des aménageurs, et ça c'est vraiment la chose à laquelle je crois absolument, elle passe par deux choses. La restauration de la confiance entre police, justice et population. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on n'aura pas avancé. Ça on y est, l'Allemagne y arrive assez bien, et c'était pas gagné. C'était vraiment pas gagné, et tout simplement parce que cette police de proximité est énormément là, est énormément présente aussi dans les écoles. Là par exemple, je montre juste un petit flyer pour cette fête du 1er mai. Quand vous voyez en haut à droite, toutes les différents acteurs qui sont listés, qui viennent participer à cette fête du 1er mai, c'est la fête où on faisait les crêpes. Vous avez par exemple, au milieu, Polizeiabschnitt 55. C'est le commissariat de police qui vient jouer au foot avec les enfants, qui prête le panier à salade, qui fait avec la sirène, qui emmène les enfants, qui les fait tourner partout, qui les fait monter à la grande échelle et redescendre, etc. Ces policiers ont une patience que vous n'imaginez pas. Mais toutes ces choses-là paraissent un petit peu folkloriques et un petit peu anecdotiques, mais elles sont le cœur de tout cela. Parce que le jour où il y a des conflits, eh ben le conflit se gère de façon différente. Les familles, elles vont au commissariat, elles disent j'ai un problème avec mon fils, il deal, il vole dans les voitures, il vole au supermarché, qu'est-ce que je peux faire? C'est la relation, le policier qui vient le mercredi manger, il y a des familles qui viennent, des pères de famille arabes, des pères de famille turcs qui viennent parce qu'ils savent qu'il est là le mercredi et qui disent voilà, on a ce problème-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça crée totalement un autre rapport. Donc il y a ça, premièrement. Et la deuxième chose qui me paraît très important, c'est le rapport religieux et surtout une clarification urgentissime entre l'islam et la société. Parce que ce que beaucoup nomment l'islam, moi je le nomme plutôt les islams, parce que c'est dans leur variété est grande, et c'est beaucoup plus un mode d'emploi que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, utilisent pour gérer l'existence dans un mode complexe, perpétuant des traditions mal comprises et même ignorées, et devant servir coûte que coûte à maintenir un patriarcat sur le déclin. Moi, quand j'entends islam, quand des jeunes dans mon bureau disent islam, quand ce sont des jeunes garçons, je sais qu'ils ne disent pas islam. Ils disent politique, dominance masculine, pouvoir, force, autorité, argent. Mais ils disent islam. Et quand des jeunes filles disent islam, elles disent protection, financement de mon existence par les hommes, protection contre l'agression sexuelle, famille, enfants, et ne pas être obligé de se frotter au monde du travail concurrentiel. C'est ça qu'elles disent. Mais elles disent islam. Mais ils disent autre chose. Et ça, je pense que c'est assez important aussi de le dire. Il y a un bouquin absolument extraordinaire qui a été écrit par une avocate d'origine turque en Allemagne qui s'appelle « L'islam a besoin d'une révolution sexuelle ». C'est un bouquin qui malheureusement n'a pas été traduit en français. C'est le bon fil rouge. Le débat n'est pas la religion. Le débat sur la religion masque un débat sur l'autodétermination personnelle et sur la sexualité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours remettre en avant parce qu'on parle des fausses choses. 5 pistes pour terminer. Et j'en aurai fini parce que sinon Ariel va être en colère si je parle trop longtemps. Non, mais est-ce qu'on peut vous applaudir juste sur cette Merci. Attendez, on va applaudir après parce que sinon ça va. Sur celui-ci, après je vais 5 pistes de réflexion pour envisager comment aménageurs, grands bailleurs, acteurs de la ville, professionnels de l'espace, de l'urbain, etc. peuvent devenir des maîtres d'œuvre actifs de la tolérance sociale, en France mais aussi en Europe. La qualité des lieux de vie quotidienne, l'espace, les équipements publics, l'habitat, la mobilité à l'échelle locale sont
plus encore que des valeurs abstraites comme la liberté, l'égalité, la démocratie ou même le droit de vote, des éléments préhensibles faisant clairement sentir aux populations concernées la volonté générale exprimée à leur égard. Coappartenance, acceptation ou exclusion et rejet. Et c'est là où la responsabilité des acteurs de l'espace est importante, je trouve, personnellement. Car cette tolérance sociale, elle se met en place par modestes petites touches. Là, j'ai fait vraiment un passage à vitesse supersonique, mais toutes ces petites touches, on peut les multiplier. C'était vraiment un tout petit exemple pour donner un petit peu du corps au débat, mais c'est ça, elle doit se faire sentir à ses habitants par un maillage, par une cohésion d'action entre les acteurs qui parlent d'une seule voix, lobbyistes d'un périmètre socio-spatial clairement défini. Seule une action concertée, qui transcende les petits égoïsmes d'acteurs, les clivages politiques, permet de lutter efficacement contre les pires ennemis de la tolérance sociale qui sont les dégradations, la malpropreté, la petite délinquance, les incivilités ordinaires dans l'espace public, la victimisation, les entorses faites à la laïcité, le trafic de drogue, où on le retrouve, les luttes d'influence claniques entre différents groupes de population pour la domination d'un espace. C'est là que le réacteur se trouve, c'est là où le centre des choses se trouve. Les acteurs de l'aménagement doivent beaucoup plus s'engager à l'échelle européenne. Moi, je trouve que ça pêche un petit peu. J'aimerais bien que ce club, dont je fais partie un peu en pointillé, qui a eu la gentillesse de toujours m'accueillir et de me faire participer à beaucoup de choses, je trouve qu'il y a une réflexion européenne, dans le cadre des États qui constituent les 27 de l'Europe, il y a une réflexion européenne à mener là-dessus, qui est aujourd'hui, je trouve, encore beaucoup trop embryonnaire. Mettre en commun des expériences, des réglementations, des bonnes pratiques. Avoir une voix aussi pour les aménageurs et les acteurs de l'espace dans des décisions à l'échelle européenne qui influent directement sur leurs pratiques professionnelles. La politique de migration, la politique de gestion du problème de la drogue, les politiques européennes de développement territorial, qu'ils exercent véritablement leur pouvoir de lobby d'acteurs de l'espace. Deuxième piste, vouloir la tolérance sociale, c'est se donner ensemble, responsables politiques, aménageurs, promoteurs, bailleurs, à différentes échelles, un codex d'encouragement et d'épanouissement. Elle ne se développera que si on conseille le politique, que si on le soutient pour aider le politique à dire non aux mauvaises idées qui handicapent la tolérance sociale. Tu as parlé tout à l'heure aussi de pas mal de choses, et il ne faut pas oublier que les décisions ségrégeantes, les choses qui font du mal à la tolérance sociale, elles ont presque toujours fait l'objet, à un moment ou à un autre, d'un permis de construire et donc d'une décision politique. Donc elles n'apparaissent pas comme ça. Mettre l'école et toutes ses activités connexes au centre de tous les projets d'aménagement me paraît absolument essentiel, car l'école sera aujourd'hui, c'est le seul élément qui reste avec l'espace public où les gens se frottent les uns avec les autres. Il reste deux choses. Il reste l'école et l'espace public. L'armée a disparu, la grande industrie a disparu, les églises, sauf l'islam, et c'est ça qui le rend attractif pour beaucoup de jeunes, a disparu comme acteur de masse de réunions de personnes, comme moteur de la construction identitaire ou de l'appartenance. Les grands partis ont disparu, les grands syndicats sont quand même assez en déshérence. Donc l'ascenseur social n'est plus l'usine, mais le savoir. Et donc mettre l'école au centre de tous ces débats me paraît absolument indispensable. Ne faire aucune concession sur la propreté, sur la qualité et la sécurité de l'espace public, ça je l'ai déjà dit, et c'est surtout tout mettre en œuvre avec une coopération école, bailleur, police, justice, donc transversale, dans l'intérêt de l'écrasante majorité de la population, pour faire cesser la prise en otage, l'oppression quotidienne des habitants par quelques fauteurs de troubles. Cela ne peut qu'encourager la tolérance sociale. Dans le quartier dans lequel je travaille, il y avait une bande de jeunes assez peu importante qui semait la terreur. Est-ce que vous savez sur 5800 habitants, 2800 logements, à peu près 2500, combien est-ce qu'il a fallu déplacer de familles pour que la terreur quotidienne dans l'espace public arrête? Il a fallu en déplacer 2. Et ça a suffi. Mais il a fallu taper du poing sur la table et dire maintenant, non, on arrête. Et moyennant quoi, on a dépourri, entre guillemets, la vie de plus de 5600 personnes. Vouloir la tolérance sociale, c'est évidemment encourager les zones de contact possibles entre des groupes de population très différents. Là, le parc social joue un rôle très important, et là, je vais dire une chose horrible, pas du tout populaire, mais je vais la dire, parce que je pense qu'elle est absolument importante. Il ne faut pas, pour des raisons de fausse tolérance et de fausses politiques antidiscriminatoires, que le parc social et ses acteurs et ses bailleurs se fassent confisquer une possibilité de gouvernance du parc et de l'attribution des logements. Il est absolument nécessaire de travailler avec des généalogistes, avec des ethnologues, de trouver des solutions d'accompagnement socio-stable dans la durée pour essayer que cette tolérance sociale entre des groupes de population très différents fonctionne,
Mais, voilà, la police par exemple. Mais il faut surtout que le bailleur, pour certaines décisions, ait le pouvoir de dire non à l'implantation de telle et telle famille sans qu'on lui fasse un procès en discrimination. Ça me paraît absolument essentiel parce que vous ne pouvez pas reconstituer des dynamiques claniques dans une cage d'escalier. Parce qu'à ce moment-là, vous excluez les autres. Et ça, c'est quelque chose, c'est un équilibre très difficile, qui demande beaucoup de modestie, qui demande beaucoup d'humilité, à géométrie variable, qui demande de profondes connaissances des logiques locales, et pour lequel il n'y a pas de recette. Je ne dis pas, il n'y a qu'à faucon, il faut faire. C'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis, c'est quelque chose qui est important parce que la tolérance sociale, elle commence dans la cage d'escalier, dans le respect mutuel de l'autre. Et je pense que si on arrivait à mettre toutes ces compétences en commun, ne pas oublier le travail et surtout réfléchir ensemble à la façon dont on va pouvoir travailler à l'intégration de tous ces réfugiés qui vont arriver en masse, et ne nous faisons pas d'illusions, ils n'arriveront pas, ils ne repartiront pas. On peut peut-être faire quelque chose d'un peu mieux que ça, qui sont les logements d'urgence que le Land de Berlin a mis en place à toute vitesse au cours de l'automne des Algeco pour éviter que les gens soient dehors par -10. Pour la petite anecdote, parce que ça c'est quand même assez amusant, à Munich, avec l'afflux des réfugiés, à la fin de la fête de la bière au mois d'octobre, on n'a pas démonté les tentes de la fête de la bière et on en a fait des lieux d'accueil pour des populations musulmanes, ce qui est quand même assez drôle. Un petit peu une ironie de l'histoire. Et je pense que pour parler de toutes ces choses, on aurait peut-être mieux fait de ne pas se réunir à la Défense dans cet endroit hors sol qui pourrait être n'importe où et complètement aseptisé. On aurait dû faire ce 5 à 7, on aurait dû le faire boulevard de la Chapelle. Je pense que c'était le bon endroit pour le faire. Ce mastic qu'est la tolérance sociale est quelque chose de compliqué. Je me suis rendu compte que dans beaucoup de choses, je disais la même chose que Latifa Ibn Ziaten, qui est la mère de ce garçon qui a été tué par Mohamed Merah il y a 2 ans presque maintenant. Je l'ai entendu l'autre jour à la radio. Je me suis dit, mais cette femme, elle dit exactement la même chose que moi. Elle dit la proximité, elle dit les zones de contact, elle dit l'organisation de ça, elle dit éviter que les gens se retrouvent tout seuls dans leur aquarium. Parce que sinon, les populations qui ont tendance à se sentir abandonnées face aux problèmes du communautarisme, de l'immigration réelle ou fantasmée d'ailleurs, de la petite délinquance que les médias ethnicisent à outrance, se radicalisent. Voire l'expansion en France, par exemple, du vote du Front National. Tout est dans tout et réciproquement. La maîtrise, cette tolérance sociale ne se fera pas gratuitement et sans effort. Elle nécessite des mises en réseau transversales qui sont encore très balbutiantes. L'expérience qu'on a fait dans ce quartier de Rolberg, c'est un petit tube à essai. Je me dis, c'est duplicable, on ne révolutionne pas le monde, mais on a fait ce qu'on pouvait faire, et surtout, on est en cheville et on travaille avec des gens qui ne veulent plus discuter, mais qui veulent faire. Et qui veulent faire tous avec leurs moyens, en tenant le cap et en faisant ce qu'ils peuvent. Et peut-être, pour en mettre là un point final à mon propos, c'est un appel à toute cette salle, peut-être comme Gerda et Jamaldine qui sont un team, une équipe solide depuis maintenant 3 ou 4 ans, cette femme qui est extraordinaire, qui gère finalement la carrière scolaire de cet enfant qui maintenant a 13-14 ans, qui n'a chez lui absolument aucun interlocuteur avec qui discuter et qui l'accompagne 1h30 voire 3 heures par semaine depuis des années, qui a elle-même choisi l'école avec l'enfant, c'est même pas la famille qui est allée, c'est elle est allée au conseil de classe, enfin c'est vraiment un engagement énorme. Peut-être que c'est quelque chose que l'on pourrait dupliquer en France, qu'on pourrait dupliquer et dans les quartiers dans lesquels vous habitez et dans les quartiers dans lesquels vous travaillez. Je pense que c'est un appel, il y a un petit peu un embryon de méthode qui s'est créé, je pense que c'est à nous tous, acteurs de l'espace et de l'urbain, d'essayer de le faire grandir. Merci. Merci Gilles. Avant l'intervention de Jean Frébault, je souhaiterais savoir si tu es en mesure d'évaluer les résultats de l'action. Est-ce que beaucoup de jeunes ont une meilleure réussite scolaire? Est-ce que certains accèdent à l'emploi? Est-ce qu'on a une meilleure intégration sociale? Parce que tu parles d'enfants, en fait, c'est la 2e génération. Ils sont... 2e voire 3e. Ils sont allemands depuis plusieurs générations. Voilà. Alors, est-ce que votre travail parvient à les rendre davantage citoyennement? Est-ce que tu peux l'évaluer? Oui, je ne peux pas l'évaluer. C'est très difficilement évaluable quantitativement, et c'est très facilement évaluable qualitativement. D'abord, ces enfants et ces jeunes, ce sont des consommateurs. Si notre petit supermarché n'était pas attractif,
il ne viendrait pas pour attraper la boîte de conserve qui s'appelle aidant scolaire pour la consommer. Si on a une liste de 45 enfants qui veulent eux-mêmes, qui se cooptent d'eux-mêmes et qui viennent, c'est que quelque part, ça leur plaît. Premièrement, ça, première chose. Deuxième chose très importante, cette association est connue pour avoir un réseau énorme. On a des jeunes qui ont 13 ou 14 ans, qui viennent, quand ils doivent chercher un stage, il y en a un qui a dit quelque chose de très beau. Il a dit, oui, je viens parce que vous connaissez tout le monde et moi je ne connais personne. Et là, il avait tout dit. Vous connaissez tout le monde et je ne connais personne. Il avait compris que c'était le marchepied pour entrer dans autre chose. On commence un petit peu à pouvoir le quantifier parce que les enfants, au niveau de la troisième, au niveau du brevet, doivent faire une épreuve orale qui est une présentation, en fait une espèce d'exposé assez court qui doit faire 10 minutes avec une présentation PowerPoint, et les enfants doivent apprendre à faire ça. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'on accompagne, que les bénévoles accompagnent, mais avec une abnégation que vous ne pouvez même pas imaginer. On a transformé un professeur de mathématiques en spécialiste de l'histoire turque, par exemple, parce qu'il fallait faire un exposé sur la fin de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. Il a lu des bouquins, il a aidé les jeunes pour le faire parce qu'ils avaient envie, ils avaient le feu sacré. Je peux corréler maintenant le résultat, la note que les enfants obtiennent à cet exposé. Les enfants qui le font, qui sont avec un aidant scolaire, ils ont tous une bonne note. Ceux qui ne sont pas aidés, ils ont tous une mauvaise note. Alors, c'est très difficile dans la durée, parce qu'on ne les voit pas suffisamment, on ne travaille pas tous les jours. Mais sur quelque chose de ponctuel, ça se voit bien. Et surtout, beaucoup de jeunes apprennent la communication et ont appris quelque chose. Je vais vous faire rire, c'est la chose que je dis tout le temps. Est-ce que vous savez quelle est la chose la plus importante dans un téléphone portable? Est-ce que vous avez une idée de savoir quelle est la chose la plus importante dans un téléphone portable? C'est pas le répondeur, c'est pas le design, c'est pas le fait qu'il y ait du strass dessus, c'est pas le fait qu'il coûte 600 € et qu'il soit le dernier cri. C'est surtout que l'on ne change pas de numéro de téléphone 3 fois par mois. Parce que si vous changez de numéro de téléphone 3 fois par mois et que vous ne communiquez qu'avec ces petites cartes prépaid et que vous n'avez pas de vrai numéro, et bien la communication entre vous et le monde extérieur, elle est quasiment pas possible. Et les jeunes, ils ont appris ça. Ils ont appris ce que voulait dire communiquer, ce que voulait dire venir, ce que voulait dire être là, ce que voulait dire être à l'heure. Et c'est déjà énorme.